décembre 2021, Ubisoft annonce le lancement de sa plateforme de NFT, Ubisoft Quartz. S'ensuit un bad buzz catastrophique au point que l'éditeur passe la vidéo en non répertorié. On n'a malheureusement pas le nombre de dislikes, mais dans les commentaires, c'est un festival. Cette vidéo est exactement la raison pour laquelle le compteur de dislikes ne devrait pas être caché. Ubisoft, une fois de plus, nous donne quelque chose que nous n'avons pas demandé, que nous ne voulons pas et que nous n'allons pas aimer. Mais ce décalcage ne vient pas que d'internautes anonymes. Même des journalistes qui sont d'ordinaire modérés dans leurs opinions sont scandalisés. Pour moi, ça visse le truc de manière phénoménale. Et on va se retrouver avec des gens qui vont être là avec leur skin, à essayer de le vendre, le bidule. Au lieu de faire des parties, des games, c'est juste fait pour les actionnaires parce que t'as des buzzwords, t'as Bitcoin, NFT, et il faut les glisser, il faut être les premiers à les mettre. Donc je ne vous apprends rien en vous disant que les NFT sont détestés par une partie du public, et ce, bien au-delà de la sphère du jeu vidéo. Il y a ceux qui pointent l'impact écologique de la blockchain. Pourquoi la NFT c'est de la merde? Alors déjà c'est une catastrophe écologique. Enfin non, valider 6 NFT ça prend 10 minutes et ça prend la consommation mensuelle d'un appartement de 30 mètres carrés en plein Paris. Donc bon, déjà on est sur quelque chose qui nique de l'énergie pour rien. Et il y a ceux qui sont opposés sur le principe à toute forme de spéculation. Donc il faut leur enlever tout cet argent, vous voyez bien qu'ils en font n'importe quoi. On peut pas payer 2,5 millions de dollars des appartements virtuels quand des gens n'ont pas de quoi se loger. Il faut la fin du capitalisme. Et c'est vrai que les NFT sont une bulle spéculative, donc il n'y a pas besoin d'être anticapitaliste pour voir qu'il se passe des choses pas nettes. Pourtant, je sais que ça va faire du mal de l'entendre, mais les NFT sont fondamentalement une très bonne idée. Prenez un exemple simple. On est en 2022, vous pouvez gérer toute votre vie depuis un smartphone, mais dès que vous voulez passer une frontière, il faut amener un petit carnet en papier pour qu'un mec dans une petite cage en plastique puisse le tamponner. On est à peine au-dessus du niveau technologique du carnet de correspondance que j'avais quand j'étais en 6ème. Mais pourquoi? C'est parce que le passeport est un genre de jeton. Un jeton qui est unique pour chaque individu, et si on voulait se la péter, on pourrait appeler ça un jeton non fongible. Parce que, de temps en temps, on a besoin d'un objet qui soit unique. Et le problème des fichiers digitaux, c'est qu'ils sont trop faciles à copier. Alors on fait un objet en papier avec une puce à l'intérieur parce que ce serait plus difficile de le falsifier. Le NFT est une technologie qui est conçue pour résoudre ce problème. Elle vous donne un objet digital qui ne peut pas être copié. Alors pas besoin de m'envoyer le GIGN, je ne suis pas en train de dire que votre passeport doit devenir un NFT. Je m'en fiche du passeport. Je dis juste que dans un monde où Internet prend de plus en plus de place, ce serait quand même vachement pratique d'avoir une manière de vérifier mon identité qui ne repose pas juste sur un bout de papier. Mais surtout, il y a plein d'autres applications qui sont utiles. Par exemple, supposez que quelqu'un télécharge ma vidéo depuis YouTube et l'upload sur une autre plateforme. Je n'ai pas de moyen fiable de prouver que la vidéo m'appartient. Je dois aller voir la plateforme et leur dire « Hé, vous voyez bien, j'ai la même tête que le mec sur la vidéo. Avec un NFT qui prouve que la vidéo m'appartient, la question se pose même pas. » Autre exemple, avec un NFT, un artiste peut être rémunéré à chaque fois que son œuvre est revendue. Ça veut dire que si l'artiste vend une œuvre au début de sa carrière et 10 ans plus tard l'œuvre est revendue pour 100 fois plus cher, l'artiste peut en bénéficier et pas juste le collectionneur qui a acheté très tôt. Mais vous savez quoi? Oublions un peu l'avenir, la décentralisation et le métaverse, parce que je vous en ai déjà parlé. Ce qui met les gens mal à l'aise avec les NFT, c'est qu'ils nous mettent nez à nez avec l'irrationalité de l'être humain. Qu'on soit clair, l'irrationalité a toujours été là. Collectionner des timbres, c'est irrationnel. Le tribalisme politique, c'est irrationnel. Le marché de l'art est extrêmement irrationnel. Mais on s'y est habitué au fil des années, et donc ça ne nous dérange plus autant. Comme les NFT sont nouveaux, l'irrationalité est trop visible, et donc ça rend les gens fous. Ça explique aussi pourquoi moi, personnellement, je suis aussi intéressé par cette technologie. Je ne spécule pas dessus, je n'ai pas de NFT, mais je n'ai pas non plus besoin d'être un fan de PNL ou de Kim Kardashian pour me demander pourquoi d'autres personnes le sont. Prenons par exemple le domaine de l'art, puisque c'est là qu'on entend le plus parler des NFT. Vous ne pouvez pas me dire que le marché de l'art traditionnel est plus logique que celui des NFT. Par exemple, en 2015, le tableau Les Femmes d'Alger de Picasso s'est vendu à 179,4 millions de dollars. Alors oui, vous allez me dire que les tableaux de Picasso valent des millions parce qu'il a révolutionné tel ou tel mouvement pictural et que son génie serait parfaitement objectif. Ok, mais pourquoi 179,4 millions? Pourquoi pas 180? Pourquoi pas 50? Pourquoi certains tableaux de Picasso valent plus que d'autres? La réponse tient en une phrase, l'offre et la demande. Et cette demande est basée sur un jugement humain subjectif. Il n'y a simplement pas d'autre explication. Et c'est encore pire si on regarde le marché de l'art contemporain. En 2016, un acheteur a déboursé 275 000 € pour acheter de la merde en conserve. Et c'est pas un jugement de ma part, c'est le titre de l'œuvre. Merda d'Artista. Des boîtes de conserve dans lesquelles l'artiste Piero Manzoni enfermait ses propres excréments en 1961 et qui ne font que prendre de la valeur depuis sa mort. Donc le marché des NFT est irrationnel parce que les humains sont irrationnels.
Pas parce que la méchante technologie de la blockchain a infecté le cerveau des pervers spéculateurs. Maintenant qu'on a établi ça, le sujet de cette vidéo, c'est pas vraiment les NFT. C'est la psychologie humaine, et comment c'est possible qu'une idée que quelqu'un a eue dans sa chambre un jour finisse par valoir des milliards. Parce que si vous voulez créer des NFT pour gagner de l'argent, vous êtes dans la même situation qu'un artiste inconnu qui vend ses premières toiles. Il n'y a pas de valeur objective. Le prix dépend entièrement de la demande. Et comme c'est avant tout un marché spéculatif, vous êtes face au problème de l'œuf et de la poule. Pas de valeur, pas de demande, et pas de demande, pas de valeur. Pour que votre NFT ou votre œuvre d'art prenne de la valeur, il faut taper dans l'œil des early adopters. Alors comment résoudre ce problème d'œuf et de la poule? Il y a une société qui a trouvé la solution, et cette société, c'est Yuga Labs. Ces NFT, les Bored Apes, s'arrachent à plus de 3 millions de dollars. Eminem, Timbaland, Madonna, Snoop Dogg ou encore Neymar en ont acheté. Et en à peine plus d'un an, c'est la collection de NFT la plus valorisée du marché avec une capitalisation qui tourne autour des 8 milliards d'euros. Et pour en arriver là aussi rapidement, il n'y a qu'une seule méthode. Ils ont compris comment se brancher directement dans les biais psychologiques de l'être humain. Le 30 septembre 2021, le NFT Bored Ape numéro 2807 se vend pour 2,28 millions de dollars. Pour vous donner une idée de la flambée des prix, quand Yuga Labs a mis les Bored Apes en vente 5 mois plus tôt, leur prix était de 0,08 Ether, soit 190 dollars. Donc le prix a été multiplié par 12 000 en même pas 6 mois. Pour arriver à une telle hype, il a bien sûr fallu promouvoir les Bored Apes. Mais les NFT, c'est pas comme les voitures ou les cosmétiques. Vous ne pouvez pas acheter des espaces publicitaires dans le métro ou à la télé. Et même si par miracle, TF1 acceptait de vous vendre un spot, ça ne servirait à rien, parce que la communauté NFT est un monde à part, avec ses propres règles et son propre langage, à base de Wagmi, Rugpool et autres dégènes. Pour faire décoller les Bored Apes, Yuga Labs doit donc murmurer des mots doux aux oreilles de ses initiés. La société commence par créer les Honorary Apes. Ce sont des Bored Apes qu'ils offrent à des collectionneurs de NFT pour les inviter à rejoindre le fameux club. Le jour du lancement, le collectionneur EVXN en reçoit 4. Il tweet aussitôt pour annoncer la nouvelle à ses 6000 followers, mais le tweet ne reçoit que 7 likes. Et en effet, 6000 abonnés c'est peu, surtout comparé à un énorme influenceur NFT comme Gary V, qui en cumule 3 millions. Mais c'est fait exprès. Un mastodonte comme Gary V est inaccessible pour un projet qui démarre. Vous pouvez toujours le contacter si ça vous amuse, mais vous serez le ticket numéro 3522 sur la liste de son support client, perdu au milieu des chargés de relations publiques et des brouteurs. Par contre, un collectionneur de NFT qui a une petite audience comme EVXN, lui, est joignable. Il sera même flatté que vous ayez pensé à lui. Et ça va déclencher une réaction en chaîne. Le lendemain du drop, EVXN mentionne les Bored Apes dans un nouveau tweet. Cette fois, le tweet est remarqué par un collectionneur qui a une plus grosse audience, Jimmy McNellis, suivi par 15 000 personnes. 20 minutes plus tard, McNellis annonce qu'il en a acheté 100, ce qui attire l'attention d'un influenceur encore plus gros, Pranksy, qui est lui-même suivi par 50 000 personnes. Pranksy en achète à son tour 250, puis carrément 1 millier. Mais surtout, McNellis connaît Gary V. Il lui offre à son tour plusieurs apes. So Gary, though, I want to say, like, I gave out probably about 100 of these things. I know you did. I gave them away to people. You gave me 5. That's how I have them. Et c'est là que ça devient très intéressant, parce que McNellis lui-même explique que c'est une tactique psychologique. I give away a lot. I'm basically hacking people's minds. I am planting the virus directly, the NFT virus, as deeply as it can be placed. When I give someone something that I know is going to go up in value. McNellis fait rentrer des gros poissons comme Gary V dans le club, ce qui fait monter la valeur de ses propres apes. Mais surtout, il envoie un signal crédible à ses influenceurs. J'y crois vraiment. La preuve, je vais acheter un ape avec mon propre argent et te l'offrir. Ça incite un gars comme Gary V à se pencher sérieusement dessus et à en parler à son tour à son audience. Et à chaque fois que McNellis a raison dans ses prédictions, ça fait monter son statut dans la communauté NFT et auprès de ses gros influenceurs. Avec ce cadeau de 5 Bored Apes, Gary V lui doit plus d'1 million de dollars de gains. Vous pouvez imaginer qu'il va être au taquet la prochaine fois que McNellis lui fait une recommandation. Donc McNellis a des raisons égoïstes pour ses dons, mais c'est aussi ça le truc fascinant avec les NFT. Comme chacun est propriétaire d'un petit bout du club, chaque membre est incité à promouvoir le projet ou à inviter d'autres membres à fort statut social. Ça crée une équipe marketing décentralisée qui accomplit des choses que Yuga Labs n'aurait jamais pu faire seul. Comme par exemple s'infiltrer dans le wallet de Gary V, qui a dans son carnet d'adresse à la fois des stars pré-internet comme Snoop Dogg et des poids lourds du YouTube game comme Logan Paul et MrBeast. It's like fucking 11 p.m. Just out of nowhere, just calls me and he's like, yo, I got like 30 people to call, hop in. I'm like, oh. Every heavy hitter you can imagine who's worth $1 billion was on this one call, and Gary V is in the little corner, the little square. He's going,
CryptoPunks. It's gonna be huge. It's gonna be the next Facebook. En quelques mois, on est donc passé d'un compte Twitter à 6000 followers à MrBeast, le plus gros youtubeur actuel, avec 95 millions d'abonnés. Et c'est comme ça que les Bored Apes passent de projet marrant à le prochain Facebook dont tout le monde veut un bout, y compris Eminem et Madonna. Mais des nouvelles collections de NFT, il y en a tous les 4 matins, plus perchées les unes que les autres. Les sneakers Atari, les dessins de fesses, les Pringles, les Frankenstein, et des déclinaisons d'animaux à n'en plus finir, des chats bien sûr parce que sans chat il n'y a pas d'internet, mais aussi des crocodiles, des lions, des pingouins, des dauphins, des rats, des vaches, des baleines, bref, c'est l'arche de Noé. Donc être boosté par des gros influenceurs comme Gary Vee ou Mac Nellis, c'est bien. Mais ça n'est qu'une victoire temporaire. Pour ne pas être rattrapé par l'effet de nouveauté d'une autre collection, il faut avoir quelque chose d'unique. Et c'est là que le concept du Bored Ape Yacht Club tient du génie. 31 octobre 2021. 700 personnes attendent à l'entrée d'une galerie d'art de Manhattan. La file d'attente s'étire tout le long du pâté de maison. Pourtant, ce n'est pas le vernissage du dernier artiste contemporain à la mode, c'est la première Ape Fest du Bored Ape Yacht Club. À l'intérieur de la galerie, les visiteurs peuvent admirer des Bored Apes à la sauce street art en écoutant de la musique branchée. Et surtout, ils peuvent obtenir un bracelet qui leur permet ensuite de se rendre à une soirée sur un yacht transformé en boîte de nuit. Alors dit comme ça, ça a juste l'air d'un événement comme un autre pour le New York branché. Sauf qu'il y a un twist. La galerie est certes ouverte au public, mais pour obtenir le bracelet qui donne accès au yacht, il faut posséder un Bored Ape. C'est une idée intéressante, mais quand on creuse les témoignages des heureux élus ayant assisté à la Ape Fest, on s'aperçoit que ça ressemble à n'importe quel événement classique sans filtrage par NFT à l'entrée. Certes, il y a un open bar, mais vu le prix moyen d'un Bored Ape à l'époque qui était de 72 000 $, vous pouvez aussi bien payer votre Moscow Mule dans un club branché. Ici encore, le vrai bénéfice est psychologique. Le but est de sentir que vous appartenez à un petit club exclusif, et de le faire savoir au monde entier. Lors de cette soirée, vous pouvez comparer vos Bored Apes avec les autres personnes, vous pouvez partager vos tuyaux sur les prochains NFT qui va faire x10 000 et que personne n'a encore vu venir, et surtout, vous pouvez signaler que vous faites partie des initiés, comme le youtubeur BeFresh, qui vient avec la galerie avec un t-shirt CryptoPunk. Mais ça ne s'arrête pas là, parce que la Ape Fest propose du merchandising exclusif. Il y a des pulls à 400 $ pour montrer que vous étiez parmi les initiés qui ont su être au pop-up store, mais le vrai coup de génie, c'est des pulls à 800 $ que vous ne pouvez acheter que si vous possédez un Bored Ape. Parce que pour bien montrer la différence de statut, le modèle à 400 $ est bleu, tandis que celui à 800 est noir. Donc vous allez payer encore plus cher si vous avez un Ape, mais il y a une bonne raison à ça. Si vous avez loupé le pop-up store, vous pouvez vous rattraper pour beaucoup moins cher sur Redbubble, mais les initiés sauront que vous n'étiez pas au Ape Fest. Alors oui, c'est du pur signalement, mais pas plus finalement que de porter une bande de tissu autour de votre cou au travail, pour prouver que vous êtes une personne sérieuse. N'importe quelle sous-culture a son uniforme, que ce soit les bobos parisiens, les skaters ou les fans de crypto. L'être humain a besoin d'appartenir à un groupe. Et c'est là que les Bored Apes ont rempli un besoin unique dans la communauté crypto. Alors que Tata Yvonne peut maintenant acheter 50 € de Bitcoin sur n'importe quelle application de trading, avoir un Bored Ape prouve que vous êtes un vrai de vrai. C'est la preuve que vous avez été assez malin pour l'acheter très tôt, ou assez riche pour l'acheter plus tard. Le tarif élevé et la quantité limitée ne sont pas des accidents. La valeur d'un club est proportionnelle au nombre de personnes qui en sont exclues. Si vous laissez entrer tout le monde, il n'y a plus aucune valeur à être dans le club. Cette stratégie était prévue dès le départ, d'où le nom de la collection, le Yacht Club, qui fait référence à un club nautique pour gens fortunés. Le fait ensuite que ce club nautique soit réservé à des singes blasés est une surcouche d'autodérision qui est bien vue par la communauté crypto. L'iconographie du site internet tient la promesse. La page d'accueil montre une clubhouse perdue au milieu d'un marécage. Quand vous cliquez sur Entrée, vous arrivez dans un bar. Au fond de la salle, il y a une porte fermée, d'où proviennent des lueurs étranges. Cette pièce, ce sont les toilettes, dont l'accès est réservé aux possesseurs du précieux NFT, et dans lesquelles vous pourrez taguer les murs, comme dans un vrai bar. Les lueurs sont là pour vous dire, il se passe des trucs de fou derrière cette porte, mais il faut être membre pour y participer. Et comme tout bar qui se respecte, le Bored Ape Yacht Club a sa propre musique d'ambiance, une playlist lo-fi disponible 24 h sur 24 sur YouTube. Donc louer un yacht pour la première soirée, c'est peut-être un peu premier degré, mais c'est efficace pour renforcer le storytelling du Yacht Club. That was such a powerful start to the week, hosting that, 1,000-person yacht in the middle of New York City. Mais malgré ces événements présentiels, le club existe avant tout en ligne. Et là encore, il y a des bénéfices exclusifs pour les membres. En juin 2021, le compte Twitter du Yacht Club publie l'image d'une porte de saloon sur laquelle est écrit « Les animaux sont les bienvenus ». Le tweet suivant explique « On se sent parfois seul dans les marais. C'est pourquoi chaque singe devrait avoir un compagnon à 4 pattes. Et pourquoi nous offrons l'adoption d'un chien à chaque membre du Yacht Club gratuitement. Concrètement, ça veut dire qu'ils ont créé 10 000 nouveaux NFT à l'effigie de chiens
et les ont offerts aux membres actuels du Yacht Club. Non seulement ça développe le storytelling du club perdu au fond des marais de manière cohérente, mais en plus ça revient à distribuer gratuitement de l'argent à ses membres. Parce qu'au moment où j'enregistre cette vidéo, ces NFT Kennel Club se vendent entre 11 et 75 Ethers, soit une fourchette allant de 30 000 à 209 000 euros. Le Yacht Club récidive en août avec une nouvelle collection, les singes mutants. Cette fois, il s'agit d'ouvrir le club à plus de monde. Il crée 20 000 NFT de singes mutants, le double du nombre de la collection initiale. Donc si vous aviez loupé le lancement et que les Bored Apes sont trop chers pour vous, c'est l'occasion d'accéder à la communauté. Mais attention, votre mutant constitue un niveau d'adhésion plus bas qu'un Bored Ape d'origine. Ça permet de maintenir l'exclusivité des NFT d'origine, tout en élargissant la communauté de gens qui vont faire du prosélytisme pour la cause. La stratégie est donc la suivante. Commencez par créer un noyau dur de personnes à très haut statut. Influenceurs, célébrités, millionnaires de la crypto, ce sont vos Bored Apes. Ils sont là pour le gain financier, mais surtout pour faire partie du club. Ça leur permet de fricoter avec d'autres gros poissons, et bien sûr d'afficher leur succès au plus grand nombre. Maintenant, vous ajoutez un second groupe de personnes, plus large. Ce sont les aspirants qui vont acheter un pull bleu, un chien ou un singe mutant. Ils veulent grignoter un peu du statut du premier groupe et signaler qu'ils font partie des initiés. Entraînant sur les bons sites, avec la bonne photo de profil, ils espèrent tomber sur le tuyau qui va les rendre riches. Dans l'espoir de prouver leur loyauté et leur mérite, ils seront les plus fidèles promoteurs de la communauté. Finalement, vous avez tout le reste de la population qui n'y comprend rien. Ils vont se moquer, mais c'est pas grave. Ça fait même partie du plan. Parce que ces gens qui se moquent ne font que prouver ce que les membres du club savent déjà, c'est-à-dire que, en ce qui concerne les NFT ou la crypto, ce serait idiot de prendre le conseil de votre banquier, d'un politicien ou même de votre maman. Les seuls qui savent de quoi ils parlent sont ceux qui affichent fièrement le bon NFT. Cette échelle de statut explique deux choses. D'une part, pourquoi certaines personnes pensent que c'est une bonne idée de dépenser des millions dans un NFT. D'autre part, ça explique pourquoi le reste de la population trouve ça complètement incompréhensible. Voyez ça comme ces tribus du nord de la Thaïlande où les femmes allongent leur cou. Vu de l'extérieur, c'est bizarre, mais vu de l'intérieur, c'est un comportement qui est récompensé par leur groupe social. I think it's a privilege to call yourself a Scientologist because a Scientologist does. He or she has the ability to create new and better realities and improve conditions. La scientologie fonctionne selon un système en 8 niveaux qui sont de plus en plus exclusifs et de plus en plus coûteux à atteindre. Au sommet, vous trouvez des célébrités comme John Travolta ou Elizabeth Moss. On vous dit de vous méfier de ce que le monde extérieur vous raconte sur l'église, y compris vos proches. Donc les NFT ne sont pas une secte, mais les mécanismes sont similaires à un moindre degré. Ça n'a rien d'inhabituel. Beaucoup de groupes fonctionnent sur un modèle sectaire où la connaissance vous est graduellement révélée à mesure que vous montez dans les niveaux. Prenez par exemple le système universitaire. Tous les ingrédients sont là. On a plusieurs niveaux avec un statut de plus en plus élevé qui prennent de plus en plus de temps à obtenir. Avoir un doctorat en littérature comparative, c'est comme avoir un NFT. Ça vous donne un statut dans un certain groupe, même si le gros de la population trouve ça bidon. On peut aller encore plus loin dans la comparaison. Si votre père vous dit « Moi, j'ai bossé dans la boutique de mon père à 14 ans et je vais pas envoyer mon fils se toucher le bitonio dans une fac de mes deux », vous pouvez être sûr que vos profs essaieront de vous convaincre de ne pas écouter vos proches. Seul le système éducatif, c'est vraiment ce qui est bon pour vous. Vous auriez bien du mal à expliquer à un extraterrestre pourquoi ça vaut le coup de passer des années de votre vie à étudier pour qu'à la fin on vous donne un bout de papier. La vraie réponse serait parce que d'autres personnes vont voir ce bout de papier et en tirer des conclusions sur la valeur que je peux leur apporter en tant qu'employé. Et c'est à peu près la réponse que vous donnerait un possesseur d'un Bored Ape. Et cette explication ne serait ni plus ni moins absurde que celle du diplôme. Elle est juste acceptée par moins de gens. Mais c'est pas forcément grave. Si votre Bored Ape vous donne accès à la bonne soirée ou au bon serveur Discord qui vous permet d'avoir les bonnes infos pour faire des millions sur votre portefeuille crypto, est-ce que vous l'échangeriez contre un doctorat de la Sorbonne? En tout cas, on peut comprendre pourquoi certaines personnes préféraient avoir le Bored Ape. Le 20 janvier 2022, Twitter lance une nouvelle fonctionnalité. Les utilisateurs qui utilisent leur NFT comme photo de profil pourront obtenir un avatar hexagonal à la place du traditionnel avatar rond. Cette fonction, qui est réservée aux personnes qui ont la version payante de Twitter, va permettre à l'utilisateur de montrer qu'il est bien le propriétaire du NFT. C'est une réponse à la fameuse objection « Tu sais que je peux enregistrer le NFT que tu viens d'acheter avec un clic droit ?» You think it's funny to take screenshots of people's NFTs, huh? Property theft is a joke to you. Clairement, les possesseurs de Bored Apes ne passent pas la majorité de leur temps sur des yachts.
mais plutôt sur Twitter et Discord. Et c'est donc sur ces réseaux qu'ils ont le plus besoin de signaler leur appartenance. Alors il y a toujours eu la possibilité d'uploader un JPEG random en photo de profil, même si vous ne possédez pas le NFT, mais ça a surtout de l'intérêt pour troller, parce que les initiés sauront facilement vérifier qui possède le NFT. Donc c'est un peu comme dire que vous pouvez acheter votre propre statuette des Oscars sur AliExpress. Certes, mais le but n'est pas vraiment d'avoir la statuette. Le but c'est que les bonnes personnes vous traitent comme si vous aviez mérité la statuette. Et donc les photos de profil hexagonales semblent être une bonne idée de la part de Twitter pour entériner leur position centrale dans l'écosystème NFT. Le seul calcul qu'ils doivent faire, c'est si le retour de bâton de la part des anti-NFT en vaut le coup. Par exemple, l'application de chat Discord avait teasé une intégration NFT avant de revenir en arrière suite à la levée de bouclier. Mais concrètement, au-delà de la mettre en photo de profil, qu'est-ce que vous pouvez faire avec vos NFT? Jusqu'ici la réponse c'était presque rien. Parce que même si vous possédez un NFT sur la blockchain, ça ne veut pas dire que vous en possédez tous les droits. Par exemple, la société Dapper Labs, qui développe les CryptoKitties, a créé une licence NFT qui n'autorise que 2 usages. L'usage personnel non commercial, donc essentiellement vous pouvez imprimer votre NFT sur un t-shirt si ça vous fait plaisir, et la vente de merchandising plafonnée à 100 000 $ par an. Donc vous pouvez aussi imprimer votre NFT sur des t-shirts et les vendre, à condition de rester sous le palier. Mais vous n'êtes pas autorisé à modifier l'œuvre de base, ni à vous en servir pour promouvoir des produits tiers. Vous ne pouvez pas, par exemple, lancer une marque de boisson énergétique avec votre NFT comme logo. Au contraire, Yoga Labs donne les droits d'usage commerciaux de chaque Bored Ape à son acheteur. Concrètement, ça veut dire qu'à partir du moment où vous possédez un Bored Ape, vous pouvez monétiser la propriété intellectuelle comme bon vous semble. Créer une boisson à son effigie, en faire le héros d'un jeu vidéo ou l'utiliser dans une publicité. En théorie, ça pourrait rendre certains Bored Apes immensément précieux. Imaginez par exemple que quelqu'un lance un dessin animé à succès basé sur un ape. Désormais, ce NFT représentera non seulement un symbole de statut, mais aussi la propriété intellectuelle du personnage. Ce serait comme posséder Bart Simpson. Un seul ape pourrait valoir des milliards sur l'analyse purement économique des royalties à venir. Et donc, beaucoup de membres du club essaient des choses du type créer une bière avec un Bored Ape comme mascotte, ouvrir un restaurant, créer un groupe de musique dont les membres sont tous des Bored Apes, comme l'a fait Universal Music, ou même un label réservé aux Bored Apes, comme l'a fait Timbaland. Personnellement, je dois dire que je suis pas impressionné par ce genre d'opération. Pour moi, elle passe à côté du levier psychologique qui a fait le succès de la collection. On ne rejoint pas un yacht club pour devenir célèbre en dehors du club. On le rejoint pour réseauter avec les autres membres dans une atmosphère feutrée. La valeur des apes vient du fait qu'ils sont la clé d'entrée dans un club d'insiders de la crypto. C'est un signal interne au groupe, et essayer d'en faire un signal externe a peu de sens. Il n'y a pas de raison de penser que le grand public sera si fasciné que ça par un groupe de musique composé d'apes. Ce qui est plus malin, c'est d'essayer de différencier votre ape pour renforcer son statut interne au club. C'est typiquement ce qui se passe avec les célébrités. Et ça explique ce passage assez malaisant de Paris Hilton dans le talk show de Jimmy Fallon. Both apes. I love it. This is my ape. It's yours. Yours is so cool. I love the red heart sunglasses. I love the captain hat. It reminded me of me a little bit because I wear striped shirts. C'est un retour sur investissement immédiat. Une célébrité achète un random ape et maintenant cette ape est passé à la télé et il a appartenu à Paris Hilton. Ça ajoute instantanément de la valeur à la revente. Et les célébrités comprennent intuitivement ces dynamiques de statut. Ils savent que les gens paieront cher pour un autographe ou tout objet qui leur permet de se sentir proche de la star. Une autre bonne approche est celle de Jenkins le valet. Abandonné par sa mère, il a eu une enfance difficile. Mais il a tout donné pour s'en sortir. Et il a réussi finalement à accéder au poste convoité de valet en chef du Yacht Club. Ou en tout cas, c'est l'histoire que raconte l'acquéreur du Bored Ape numéro 1798. Après son achat, il nomme son singe Jenkins et se met à tweeter des micro-fictions. Jenkins le valet a vu tout ce qu'il se passe au Yacht Club et est toujours resté discret. Il a fait entrer des amantes cachées dans des paniers à linge, donné accès au placard à merch, bon sang. Il a même aidé un client à voler un yacht. Petit à petit, il introduit d'autres personnages, des singes qui eux aussi gagnent un nom, une personnalité et un historique. Son projet étend l'univers imaginé par Yoga Labs, avec les histoires de bateaux et le ponton derrière les toilettes sur lequel le personnel fume ses cigarettes. Plus largement, ces histoires sont bourrées de références à l'univers crypto, comme par exemple l'idée que les pourboires sont payés en Ethereum. Ce que Jenkins prévoit ensuite, c'est un livre qui étend cet univers. Et pour l'écrire, il a engagé un auteur qui n'est autre que, tenez-vous bien, Neil Strauss, le mec qui a fait découvrir le monde des pick-up artistes au grand public avec The Game, et plus récemment qui a écrit la biographie du plus gros comique américain, Kevin Hart. Donc le petit Jenkins commence à fricoter avec des gros poissons. Le projet a été signé par l'énorme agence CAA, avec la promesse d'en faire des films, des séries télé et des podcasts. Mais encore une fois, je suis pas vraiment convaincu par l'idée de faire des films pour le grand public. L'aspect le plus intéressant du projet de Jenkins est celui qui est tourné vers la communauté des gens qui sont déjà dans le club. Et donc il a fait un carton avec sa propre collection de NFT, dont les plus chers se sont vendus à 36 Ethers, soit à l'époque plus de 100 000 €. Et comme pour le Yacht Club d'origine,
La possession d'un NFT Jenkins donne accès à des bénéfices exclusifs, ici le droit de voter pour influencer les futures aventures de Jenkins le valet et même d'insérer votre singe dans son histoire. Parfois, je termine mes vidéos avec des recommandations pour l'entreprise que j'ai analysée. Mais chez Yuga Labs, ce sont pas les idées qui manquent. Ils viennent de lancer la ApeCoin qui s'est quasi instantanément fait une place dans le top 50 des crypto-monnaies les plus capitalisées. Ils ont aussi acheté plusieurs collections, dont les célèbres CryptoPunks, et vont leur étendre la fameuse licence qui permet l'utilisation commerciale de ce NFT. Mais surtout, ils ont annoncé leur propre métaverse appelé Otherside. Pour le moment, on a des infos assez vagues sur le site, plus une bande-annonce avec une animation fantastique, mais encore moins de données concrètes. Il s'agirait d'un espèce de MMORPG super participatif avec des éléments à la Roblox, dans lequel vous pourriez jouer en tant que votre ape ou votre CryptoPunk. Ils promettent une technologie de pointe. Les jeux en ligne typiques peuvent gérer environ 10 000 opérations par seconde. Otherside peut en gérer plus d'un demi-million, ce qui permettra du gameplay et des interactions qui n'avaient jamais été possibles à une telle échelle. Mais créer un jeu aussi avancé pour 10 000 joueurs, ça n'a aucun sens. Développer un jeu coûte très cher, donc le but est de l'amortir avec le plus grand nombre de clients possible. Même si on inclut les autres collections de NFT compatibles comme les CryptoPunks, les Meebits et Words of Women, on arrive peut-être à 100 000 personnes concernées. Ça reste trop peu. Par contraste, Roblox a 43 millions de joueurs actifs quotidiens. Il y a une contradiction entre vouloir être le club exclusif des gagnants de la crypto, ce que le Yacht Club a très bien réussi à faire, et être une marque grand public qui produit des musiciens et un jeu vidéo. Ça n'est pas impossible qu'ils réussissent la transition, et clairement certains investisseurs y croient, comme le légendaire fonds Andreessen Horowitz qui a mené une levée de 450 millions, valorisant Yuga Labs à 4 milliards de dollars. Mais personnellement, ça me rappelle l'application de streaming live audio Clubhouse, qui avait fait sensation à une époque où elle était uniquement accessible sur invitation. La crème de la Silicon Valley s'y pavanait, avec des apparitions de Elon Musk et Mark Zuckerberg. Les investisseurs se bousculaient pour leur donner de l'argent, notamment, encore une fois, Andreessen Horowitz. Mais après s'être ouvert au grand public, ils ont eu du mal à maintenir le buzz initial. Clubhouse était cool quand il était réservé à l'élite de l'industrie tech. Et maintenant que tout le monde peut y aller, il y a paradoxalement beaucoup moins de raisons de le faire. La même chose pourrait se passer avec le métaverse de Yuga Labs. Pour le moment, tous ces gros projets renforcent l'aura du club, mais que se passera-t-il si le métaverse annoncé peine à sortir, ou pire, s'il sort et fait un bid? Est-ce que le Yacht Club pourra toujours maintenir son statut de porte-étendard des grands gagnants de la crypto? Dans un classique de cette chaîne, la vidéo sur PNL, on parlait de la stratégie du marketing de prestige qui vous demande de vous faire rare et mystérieux. Cette stratégie s'applique naturellement au monde des NFT, étant donné les quantités limitées, le jargon d'initiés et les tuyaux qui s'échangent sur des canaux privés. Mais plus vous lancez de projets, plus vous mettez ce prestige en danger. Donc Yuga Labs est en train de prendre un gros risque. Mais en même temps, à quoi on s'attendait? Dans le jargon de la crypto, un ape, un singe, c'est quelqu'un qui investit gros sans trop réfléchir aux conséquences. Et là-dessus, on peut dire qu'ils sont fidèles à leur nom. La question du statut et de l'exclusivité est partout sur le web. Par exemple, si vous vendez des formations en ligne, pourquoi est-ce que les gens devraient se former avec vous plutôt que chez quelqu'un d'autre ou gratuitement sur YouTube? Pour y répondre, j'ai créé la méthode hybride. C'est une nouvelle manière de créer des offres de formation irrésistibles, même si vous avez une petite audience et sans passer pour un vendeur de tapis. À l'intérieur, je vous montre comment j'ai fait passer ma valeur par prospect de 4 à 27,2 € par an. C'est une formation par email 100% gratuite et je n'ai pas de cours payants à vous vendre derrière. Ma seule arrière-pensée est de propager la philosophie de Schoolmaker, ma plateforme qui augmente la valeur ajoutée de vos formations. Cliquez sur le lien qui se trouve en haut de la description pour recevoir gratuitement la formation par email et apprendre à vendre plus de formations. À la prochaine.